agir. J'ai choisi d'agir sans arrêt. J'agis en enlevant mon t-shirt et en criant des slogans dans des endroits où je ne suis pas la bienvenue et à des gens qui ne sont pas forcément contents de me voir. J'ai pas une action dont je suis fière. Je crois que toute action doit rendre fière. J'ai pas de mots pour agir, c'est une action. Hello à tous, je suis très heureuse d'accueillir à nouveau Maxime Rovère dans Elles agissent. Cette fois-ci, on a échangé autour de son livre Parler avec sa mère, un texte qui mêle philosophie, intimité, écologie et même transmission. Et donc notre conversation était enregistrée dans un café parisien. Vous entendrez donc les sons de fond, les tasses, les voix, la vie. Et c'est ça aussi, Elles agissent, capturer les mots là où ils sont, là où ils vibrent. Et donc Maxime, dans cet épisode, nous parle du lien mère-enfant, notamment comme d'un système vivant traversé par l'histoire, les émotions, les structures sociales, mais aussi par quelque chose de plus vaste. Je vous laisse de toute façon découvrir l'ensemble de ce dialogue qui est à la fois riche, sensible, profondément humain et très sincère. Et j'en remercie Maxime pour ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour Émilie. Merci de revenir dans Elles agissent. Je suis ravie. C'est un plaisir. Et cette fois-ci, c'est pour nous parler de ton livre, encore, parce que je te vois partout, ce que je te disais en off. Et je suis ravie de t'écouter au micro d'Elles agissent pour en reparler. Moi, je suis content de venir en parler sur Elles agissent parce que la question de parler avec sa mère est parfois reformulée en parler à sa mère. Et lorsque les journalistes me disent « Vous avez écrit un livre qui s'appelle Parler à sa mère », j'ai envie de leur dire « Non, parler avec sa mère, c'est quand même fondamentalement donner la parole à une femme. » Et c'est marrant que certains ne le reconnaissent pas et occultent cet aspect. Ah oui, bah tu vois. Et donc je voulais revenir en première question sur comment est née cette envie d'écrire ce livre. Tu racontes qu'il est né à la fois d'une situation que tu as vécue avec ta maman et aussi d'intuition. Et j'avais envie que tu nous racontes déjà cette histoire, comment est née cette idée de livre, et puis la place de l'intuition aussi dans ta vie, parce que là, elle a quand même permis d'écrire ce livre. Est-ce qu'elle est souvent présente dans ta vie aussi ? Alors oui, c'est marrant parce que quand tu dis intuition, on a l'impression d'une sorte de foudroyance qui permettrait de voir quelque chose immédiatement. Or, ce que je vais raconter, j'insiste d'avance sur le fait que c'est d'abord une expérience de l'ignorance. Voilà. Alors l'histoire est la suivante. J'étais allé assister à une conférence sur les abeilles, voilà, sur le sort des abeilles, le problème que pose la disparition des abeilles. Et en sortant de cette conférence, évidemment, comme plusieurs personnes, je me sentais inquiet. Et là-dessus, mon téléphone sonne et c'est ma mère qui m'appelle. Et là, je lui parle d'un truc, je me souviens plus quoi, mais auquel elle comprend rien, ou plus exactement ça l'intéresse pas. Enfin, elle répond à côté, et puis on raccroche à un moment où je me dis mais laisse tomber, elle comprend rien, ou elle écoute pas, donc j'insiste pas. Et là, choc, je me dis il y a un lien. Il y a un lien entre la disparition des abeilles et la difficulté de communiquer avec sa mère. Il y a un lien. Et donc c'est là que l'intuition, c'est une sorte de certitude, mais totalement aveugle, en fait. C'est ça le truc. C'est pas que je me dis « Ah tiens, je sais ce que c'est » ou « J'ai compris quelque chose ». C'est plutôt « Je ressens quelque chose et je sais pas ce que c'est ». Et donc ce lien-là, je traverse la ville en me disant « Mais il y a un lien, mais c'est quoi ce lien ? Mais pourquoi j'en suis sûr et qu'est-ce que c'est ?» Et donc ça montre à quel point quand même, quand on travaille, quand on fait de la recherche en philosophie, il y a des manières de réfléchir en fait qui sont très physiques, c'est-à-dire qui se passent pas que dans la tête, je sais pas où, dans le cœur, dans la mémoire aussi, qui font qu'on ressent certaines choses. Alors je me retrouve chez moi, je m'assieds dans mon canapé, je regarde le mur d'en face et je me dis il y a un lien. Quel est le rapport entre les abeilles et l'incommunication avec sa mère ? Et aujourd'hui je peux le formuler, ce lien c'est la notion de système. C'est-à-dire on nous présente toujours l'écosystème comme étant, disons, la nature, la grande nature qui nous enveloppe, et puis on présente toujours la notion de famille
comme étant la petite histoire privée de votre famille et vos rapports avec vos parents. Or, le premier écosystème que vous connaissez, dont vous êtes les plus familières, c'est la famille, c'est un écosystème. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais peut-être qu'on peut refonder l'écologie sur une approche renouvelée de la famille, et singulièrement du rapport mère-enfant, et inversement, peut-être qu'on pourrait totalement repenser les questions familiales à partir d'une conception philosophique et plus psychologique, parce que quand même, ou sociologique, mais en tout cas, quand même la maternité, c'est beaucoup trusté par des psychologues, quoi. Oui. Et c'est marrant cette notion d'individuel et de collectif aussi, parce que moi, ça m'a interpellée sur le sujet en lui-même, où au début, j'étais un peu réticente sur l'idée d'évoquer quelque chose d'aussi intime, et réticente. Enfin, voilà, en tout cas, je me disais, comment c'est possible de quelque chose qui me soit si personnel, privé, puisse rentrer dans un système, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est logique de penser comme ça au début, avant de rentrer dans ton livre, justement, non, et d'y comprendre tous les aspects, tout justement ce qu'il y a d'inconscient aussi dans ma réflexion? Non, je pense que ça révèle une conception de la société qui est très courante dans les sociétés individualistes, c'est-à-dire, d'abord, nous, on se pense en tant qu'individu, et en tant qu'individu, on se ressent comme petit. Et comme on se pense petit, alors après c'est un jeu de poupées russes, quoi, de poupées gigognes, où tu te dis oui, d'abord c'est moi, et puis ensuite c'est ma famille ou mes proches, et puis autour de nous il y a la société, et puis autour de la société il y a la nature. Mais pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et ça on le comprend bien dans ton livre d'ailleurs. Ce que j'essaye de montrer, c'est que justement les individus sont traversés, ce sont des lieux de rencontres, des carrefours entre des interactions de toutes les échelles. Il y a des interactions qui sont petites et puis il y a des interactions qui sont très grandes. Il y a le fait que là, j'ai le cul posé sur une chaise, ça c'est une interaction petite. Et puis, donc si on cassait ma chaise, je tomberais par terre, ça dépend de rien d'autre que de ça. Et puis après, il se trouve qu'on est à Paris, ça signifie cette ville, elle est pas née comme ça de rien, elle a une histoire, on parle une langue qui est le français, qu'on n'a pas inventé ni toi ni moi, et qui a une histoire et qui continuera après nous, et Paris continuera après nous, peut-être même que cette chaise continuera après moi. Et donc, en fait, quand tu commences à réfléchir de cette manière-là, tu t'aperçois que ce que tu pensais petit est en réalité le lieu de passage des grands mouvements de l'histoire, de la linguistique, et donc, en l'occurrence, du grand cycle de la vie, et de l'évolution d'une espèce qui est l'espèce humaine, et où en fait toi et moi nous sommes des étapes dans son déploiement, et il se trouve que pour devenir des étapes du déploiement de l'espèce humaine, on a dû passer par quelqu'un, par deux personnes en l'occurrence, un père et une mère, mais on est entré par la porte d'un certain corps, et ce corps-là, c'est le corps de la mère. Oui, et c'est ce qui est le premier point qui justement fait réfléchir et voir cette notion de mère, de figure maternelle différemment. C'est les fonctions que tu expliques dès le début du livre qui bousculent aussi, parce que pareil, on s'attend pas à ça. On a tellement cette figure que la mère ne peut que elle posséder ces fonctions-là et pas la terre ou l'environnement, etc. Ouais, c'est marrant parce que plusieurs amis qui ont lu le livre m'ont dit « Oh, tu commences fort !» Justement parce que je commence en réalité par un réflexe de philosophe tout bête, c'est-à-dire avant de réfléchir sur quoi que ce soit, il faut quand même se demander ce que c'est et quelle est la définition du mot. Et si vous vous dites quelle est la définition d'une mère, je sais pas, moi le plus simple que j'ai trouvé à faire, c'était de me dire voyons à partir de quoi on identifie quelqu'un comme une mère. Alors, c'est la personne qui donne l'ovocyte. Premier point. Ensuite, c'est la personne qui assure la gestation dans son ventre. Deuxième point. C'est la personne qui, va nourrir le bébé, pas seulement quand il est petit, mais aussi assurer les fonctions nourricières. Et puis progressivement, on liste les fonctions. Et mon but, c'est pas qu'elles soient parfaitement exhaustives et que j'en ai oublié aucune, ou alors qu'elles soient bien isolées et qu'elles soient toutes correctement identifiées. Non, ce qui m'a intéressé, c'est de dire, là où toi et moi, nous identifions comme mère seulement un seul individu, sans trop interroger pourquoi est-ce qu'on l'appelle maman,
en fait, si on se penche sur cette question en philosophe, on va s'apercevoir que la maternité, c'est pas du tout homogène et que puisqu'il y a des fonctions qui sont différentes, eh bien, on va pouvoir parler de maternité au pluriel, considérer que on a une maman au sens où, par exemple, on a pu avoir une génitrice, mais qu'en réalité, les choses se compliquent très rapidement parce que, par exemple, l'éducation, ça fait partie des fonctions maternelles, mais en fait, tu as peut-être eu des professeurs, femmes ou hommes d'ailleurs, qui ont aussi rempli des fonctions d'éducation et du coup qui ont troublé la question de la définition de ce que c'est qu'une mère. Et à partir de là, du coup, la question de la maternité va devenir un problème, comme on appelle en philosophie, c'est-à-dire c'est pas seulement une difficulté qu'on a dans la vie de discuter avec nos mères, ça devient un mystère qu'on ne sait pas résoudre et qui est, en fait, qu'est-ce qu'une mère et en quoi est-ce que ma maman, qui s'appelle Annie, est aujourd'hui ma mère, sachant que je suis sortie de son ventre, donc il n'y a plus de fonction de gestation, que je suis autonome financièrement, donc il n'y a plus de notion de mère nourricière. Et pourtant, quand je la vois, je continue de l'appeler maman. Comme tu sais, chez les animaux, c'est pas toujours le cas. On peut considérer que voilà, les choses étant, les fonctions maternelles étant terminées ou étant caduques, ce lien est brisé. Dans d'autres espèces, ce lien n'est jamais brisé. Et il se trouve que chez les humains, en fait, la question de qui sommes-nous l'une pour l'autre ne cessera jamais de se poser. Et c'est justement aussi ces fonctions maternelles, une fois qu'on arrive à, une fois que tu nous les présentes, qu'on les découvre, c'est une porte d'entrée aussi sur la compréhension des relations justement qu'on a avec notre mère, positives ou négatives, parce que ça s'impacte en fait sur comment on envisageait ces fonctions avant. Il y a plusieurs choses. D'abord, à partir du moment où tu abordes la maternité en termes de fonction, tu la redistribues et tu t'aperçois que ta mère n'était pas en charge et n'est toujours pas en charge, ou toi, en tant que mère, tu n'as pas à assumer toute la charge de responsabilité qu'on associe au terme de mère. La mère n'est pas l'artisan de son enfant, elle ne fabrique pas un enfant. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste qu'elle qui passe à travers son corps et qui donne naissance à un enfant. Avant de s'imaginer que c'est la vie et la mystique de la vie, laissons ça pour l'instant de côté parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'important, c'est de voir que simplement en considérant les fonctions, on va pouvoir alléger le poids de ce que signifie la maternité en le redistribuant. Et on va aussi pouvoir regarder ses propres souffrances, ses propres malentendus, ses propres insatisfactions à l'égard de sa propre mère d'une autre façon, puisqu'en fait, on va bientôt s'apercevoir qu'il s'agit d'un système plus complexe que simplement la responsabilité d'un seul individu. Et justement, ton livre, il permet aussi de déculpabiliser sur certains points, sur une charge qu'on peut avoir en tant que mère, même de manière inconsciente, en prenant conscience justement qu'il y a d'autres facteurs qui sont liés à cette fonction, quoi. Ouais, en fait, il y a tellement de fonctions maternelles et qui sont en plus incohérentes entre elles qu'il est impossible qu'une mère soit parfaite. Mais quand on dit il n'y a pas de mère parfaite, il y a quand même un sous-entendu culpabilisant qui consiste à dire tu n'es pas parfaite, ne t'inquiète pas, mais sous-entendu, donc en tant qu'individu, tu es quand même défaillante. Or, moi ce que je montre, c'est que les fonctions ne sont pas cohérentes entre elles, c'est-à-dire par exemple, il y a une fonction éducatrice que j'ai évoquée à l'instant. Donc la maman, elle enseigne à son petit tout un tas de choses. Et en même temps, il y a une fonction de soutien affectif. Donc la maman, elle console son petit ou sa petite de tout un tas de choses. Oui, mais lorsque l'enfant, je ne sais pas, apprend à marcher, si vous le retenez en permanence pour le conforter, vous l'empêchez d'apprendre à marcher. Lorsqu'il est plus grand, si au moment où il apprend l'addition, il apprend les mathématiques, quand il dit 2 plus 2 égale 5, vous lui dites c'est une très bonne idée mon chéri, c'est un bon soutien affectif, mais c'est une très mauvaise manière d'être éducatrice. Donc tout ça signifie que les fonctions peuvent se contrarier les unes les autres, et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de mère parfaite, et c'est ça qui fait qu'il est indispensable de redistribuer les fonctions maternelles autour de soi. Alors évidemment, il y a un père là qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui d'une certaine façon a en charge une partie des fonctions maternelles, enfin c'est les mêmes, les fonctions paternelles et les fonctions maternelles se rejoignent très souvent,
Mais aussi, on va voir que ce que je vais appeler la qualité de présence maternelle, en fait, circule dans la famille. Ça veut dire que lorsque un enfant tombe, la personne qui le relève ou la relève remplit une fonction maternelle. Donc, on n'est pas tenu d'être sa mère pour venir en aide à quelqu'un, pour consoler celui qui est triste, pour rassurer celle qui a peur, etc. Donc, cette qualité de présence maternelle, quand on comprend qu'elle est engagée dans la relation mère-enfant, on comprend aussi que c'est à nous de la restaurer ou de la régénérer à chaque fois qu'elle nous manque. Oui, et ce que tu dis amène aussi à repenser, en tout cas nourrit aussi peut-être le débat contemporain là sur la notion de parentalité, de rôle genré, etc. Est-ce que tu avais conscience de ça au début? Est-ce que en l'écriture de ce livre, il y avait aussi cette idée de rentrer dans une nouvelle, d'offrir aussi une nouvelle vision? Disons que je l'ai rencontré comme un problème au moment où vraiment, en creusant la figure de la mère, à un moment, je me suis dit, mais quand même, il faut que je place le père, parce que là, c'est gênant. Et puis, en fait, je me suis aperçu progressivement d'une chose, justement en travaillant à un niveau d'abstraction quand même assez élevé, c'était de me dire, mais en fait, le père est une mère comme une autre. Indépendamment évidemment des fonctions biologiques que j'ai pas à détailler parce que chacun les connaît, mais une fois qu'on a compris que ce que j'appelle la mère, au fond, ça dépasse les fonctions biologiques et donc ça les rend un petit peu indifférentes. Donc que vous soyez le géniteur ou la génitrice, que vous soyez ça devient assez vite indifférent du point de vue des fonctions qui s'exercent sur l'enfant. Sauf que, évidemment, il y aura toujours une différence entre le père et la mère. Les psychanalystes l'expliquent très bien. En fait, la mère, l'enfant a une période pendant laquelle il ne fait pas la différence entre son corps et celui de sa mère. Il ne la connaît pas. Voilà, pour lui, c'est un seul et même continuum, ce qui ne se passe jamais pour les hommes. Ce n'est pas possible. Le corps du père est nécessairement un objet. C'est ce qu'on appelle la première relation d'objet. Donc, il y a une différence entre les pères et les mères. Néanmoins, dans la manière dont on se rapporte à eux, assez rapidement, comme je l'ai dit, le père est une mère comme les autres. Donc, c'est intéressant parce que ça signifie que la distribution des rôles très socialement définie comme telle qu'elle existait dans la génération de mes parents, où je sais pas, la mère est très câline mais le père ne fait pas de câlin, et d'un autre côté le père peut chahuter mais la mère ne chahute très peu, enfin des répartitions comme ça qui sont même dans des comportements physiques. En fait, on s'aperçoit que ça n'a pas de fondement, et qu'en réalité, il y a un panel extrêmement vaste, un éventail extrêmement vaste d'attitudes possibles qui ne font pas de vous une mère imparfaite et vous n'avez pas à vous consoler de votre manière d'être. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que justement, face à des systèmes qui font exister des humains, les imperfections, les défauts ou tout ce que vous imaginez comme étant en défaut d'un idéal de mère sont précisément les contributions les plus importantes, les plus précieuses de l'individu au mouvement de génération. C'est bizarre à penser, mais en gros, ça signifie que c'est grâce aux défauts de sa mère que l'enfant peut devenir un être humain. Voilà. Et quand tu parles de mouvement, là, je pense aussi aux générations et à l'évolution. Tu parles aussi dans ton livre, justement, d'une mère vieillissante, qu'est-ce qui se passe quand les rôles s'inversent presque, etc. Oui, alors, du coup, on comprend que ça n'a rien de non naturel, le fait de devenir un peu la mère de sa propre mère. Parce que, finalement, comme j'ai dit, la qualité de présence maternelle, ça circule. Alors, il faut se rappeler que toutes les mères ne sont pas à égalité là-dessus, et qu'il y a d'abord, il y a des mères qui ont des difficultés à exercer les fonctions maternelles, et ensuite, il y a des enfants qui ont vraiment des mères difficiles, ou violentes, ou absentes, oui, bien sûr. qui créent des turbulences, je dirais, dans leur entrée dans la vie. Mais l'important, c'est de comprendre, premièrement, qu'un enfant, ça ne naît pas comme une page blanche qui ensuite serait souillée
par les difficultés de sa maman ou de sa famille en général. Non, c'est un enfant qui naît, c'est le produit d'un système complexe d'interaction qui se donne un nouveau terminal organique, c'est-à-dire, tiens, nous là, les problèmes de famille, on va en faire un nouveau qui va prendre le relais de la génération précédente pour essayer d'explorer ces problèmes et de les refermer et de réinjecter dans la famille quelque chose comme de l'amour. Voilà. Si on conçoit les choses de cette manière, on arrête de se plaindre de sa famille et on comprend quel est notre point de départ. Ça, c'est important. Et une fois qu'on a compris ça, à mesure que les mamans vieillissent, on comprend qu'il est naturel que la qualité de présence maternelle, c'est-à-dire la force d'être celle ou celui qui épaule, qui console, qui apaise, qui rassure, eh bien effectivement peut circuler de manière assez libre et que vous aurez toujours intérêt, lorsque vous êtes en mesure de le faire, d'assumer le fait de régénérer la présence maternelle et de faire preuve d'une qualité de présence maternelle. Donc si vous avez des parents qui vieillissent, ce sera naturel que la plus grande qualité de présence maternelle retombe vers celui qui est en position de rassurer, de consoler, etc. Mais j'ajoute une dernière chose, c'est qu'on a tendance à associer le grand âge au déclin. C'est-à-dire, au fond, oui, ma mère perd ses facultés, elle a une maladie neurodégénérative, ou alors elle perd ses facultés motrices. Et en fait, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est une compréhension très partielle de ce que c'est que le grand âge. Parce qu'en même temps que le grand âge, c'est évidemment une perte de facultés, c'est une réalité, il y a moins de muscles, il y a moins de... voilà. Oui, il y a des réalités physiques. Il y a des réalités physiques, il y a de la décadence du point de vue de certaines fonctions. En même temps, il faut bien observer qu'il y a d'autres fonctions qui, en fait, progressent. Et donc, notamment, c'est ce que j'appelle des perceptions archaïques. Et des perceptions archaïques, c'est celles qui nous ramènent à des sensations très simples, notre rapport à l'eau, à la température, à l'émotion que c'est de regarder la lumière, de regarder les arbres, etc. Ça paraît des choses très simples. En réalité, ce sont les sensations qui sont au cœur de tous les arts, de toutes les formes d'art, de la littérature à la peinture, à tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, là, il y a énormément de valeur humaine qui est produite au cœur de l'expérience. Et les vieux, à mesure qu'ils vieillissent, et les mamans, à mesure qu'elles nous entraînent dans cet espace d'expérience qui est la grande vieillesse, en fait, elles nous enseignent aussi à devenir sensibles à des choses simples, à la qualité d'un contact de la main sur la main, à la qualité d'une présence silencieuse. Alors vous dites, oui, mais on n'a plus rien à se dire. Ne vous dites rien. Restez un peu en présence. Ça, on a un peu perdu, tout ça. Je pense que nos vieilles mères, au lieu d'être considérées comme un problème sociétal ou un problème médical à traiter, et l'idée c'est toujours, il faut qu'elle soit super vivante, il faut qu'elle soit finalement instagrammable, quoi. Oui, une injonction même à la vieillesse, voilà. À être autre chose qu'elle être autre chose, ouais. C'est-à-dire, en fait, la vieillesse, les vieux sont, ou les très vieilles personnes âgées sont rarement les personnes les plus agréables à regarder. Par contre, elles peuvent être des présences bouleversantes. Et donc, se laisser bouleverser par ce type de présence, d'abord se laisser apprendre ce que c'est que être présent ensemble et d'être présent à certaines sensations, etc. C'est très beau et c'est très important. Et donc, on s'aperçoit finalement que ce qu'on considère comme un état dégradé de l'humain, en fait, c'est une valeur humaine très élevé, et quand vous regardez après ce que sont les adultes, moi j'en viens à considérer que l'âge adulte, ce n'est rien d'autre que l'optimum d'adaptation sociale. C'est rien d'autre. Ah oui. Avant, quand on est bébé ou enfant, on est pleinement humain et on sait des choses, on peut expérimenter des choses, on perçoit des choses que les adultes perdent. Ça, je pense qu'il y a toute une... Il y a toute une mythologie de l'enfance qui est née en gros en Angleterre à la fin du 19e siècle et qui ensuite s'est développée aux États-Unis avec Walt Disney et toute cette idolâtrie de l'enfance, comme si l'enfant était magique, qui nous aide aussi à respecter les enfants. Mais dans le même temps,
Et je crois que j'aimerais, en tout cas c'est l'une des contributions du livre, j'aimerais que les gens comprennent que leur maman vieillissante en fait continue de les amener vers un espace très intéressant où elles ne cessent pas, elles ne deviennent pas progressivement légumes, pour dire le mot le plus insultant qu'on ait à l'égard du grand âge, et qu'au contraire elles sont en train d'explorer des zones de l'expérience, de l'existence qui sont totalement fascinantes et qu'on gagne à accompagner en fait. C'est un vrai livre aussi de transmission qui est écrit là maintenant avec une réflexion que tu as et que tu nous proposes, mais qui a pour but aussi d'être transmis et de penser différemment dans la durée de nos relations. Oui, alors c'est important de parler de ça parce que évidemment là je parle de la relation à la mère, à la fois la jeune mère qui a un petit enfant et qui est peut-être trop responsabilisée et d'une manière qui rend la maternité indésirable. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis on a parlé donc des vieilles mères qui à nouveau sont considérées comme indésirables alors qu'en réalité, c'est un espace d'expérience absolument dingue. Et à la fois, là, je suis content qu'on parle d'une situation qui est intermédiaire et qui est celle en gros de l'adulte qui rend visite à d'autres adultes alors que ça se passe de manière problématique. On aurait envie de bien s'entendre et puis on n'arrive pas. On aurait envie que ça se passe bien et puis ça se passe pas si bien. On aurait envie de se donner de l'affection et puis en fait il y a des petites phrases et puis il y a des attitudes et puis en fait ça gratte, ça irrite et puis pour finir ça se blesse en fait. Et donc ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ça n'est pas une anomalie, c'est pas parce que vous avez une famille plus dysfonctionnelle que les autres, ou que vous avez une mère qui est plus embêtante, ou plus bornée, ou plus, etc. Toute cette personnalisation qu'on fait de nos relations humaines, en réalité, la famille, c'est un système. Dans ce système, il y a de l'amour qui circule, et il y a aussi du désamour. Et en fait, ce qui noue l'unité de la famille, c'est justement qu'elle gravite autour de problèmes qui passent d'une génération à l'autre. L'enjeu, c'est justement d'être la génération qui met fin à un certain nombre de problèmes. C'est ça. Et évidemment, ça n'est pas un devoir moral qui vous tombe sur la figure. C'est ce que vous ressentez du plus profond de vous-même qui consiste à dire « je voudrais vivre mieux, je voudrais vivre plus en paix, je voudrais donner et recevoir une meilleure qualité d'amour et je voudrais éviter qu'on fasse peser sur moi ce désamour qui ne vient pas de moi. » qui peut-être me traverse aussi de temps en temps. Et donc, là où tu parlais de la durée, c'est important de comprendre que les efforts que nous faisons pour que ça aille mieux sont en partie voués à l'échec, et c'est à travers leurs échecs successifs qu'en réalité, on avance. On ne le voit pas, on râle, on voudrait que ça avance plus vite, mais en fait, on est en train de toucher à des systèmes qui sont très vastes et très difficiles à bouger, et donc il faut vraiment se concevoir comme un capitaine de paquebot. C'est lent, mais ça bouge quand même. C'est-à-dire, il ne faut pas désespérer, même si la même dispute vous semble revenir 15 fois d'affilée, à 15 Noëls d'affilée, en réalité, ça n'est pas possible qu'elle revienne à l'identique. Elle se transforme, et plus vous serez attentive ou attentif à ce qui se transforme, plus vous trouverez des leviers de transformation pour soi, pour les autres, parce qu'en fait, c'est le principe même d'un système. Lorsqu'un élément bouge, tous les autres éléments bougent. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire revenez à vous-même, préoccupez-vous de vous, posez-vous des questions, etc. Je suis en train de dire utilisez votre place dans le système pour essayer de l'améliorer suffisamment afin que vous y soyez confortable. Oui, là, tout ce que tu viens de dire, on peut tout à fait le transposer à l'écologie, à la compréhension du monde. C'est ce que tu disais au tout début, quoi. Enfin, et même sur cette notion de transmission, d'impact, et de chaque chose peut avoir son, voilà, il faut pas désespérer non plus. Il y a aussi cette notion-là, quoi. Oui, et il me semble que justement, l'une des clés qui articule la question de la mer à la question de l'écologie, c'est donc de comprendre que améliorer les choses, ça se fait depuis avec des leviers en fait, c'est-à-dire depuis une place située, précise, et à partir de cette place, on agit en tenant compte de tous les paramètres et surtout de ceux sur lesquels on peut effectivement agir. Et donc, notre famille n'est pas un environnement quelconque.
Notre famille est un endroit qui est traversé de liens émotionnels, affectifs, mais pas seulement. Ça veut dire, c'est pas seulement de la psychologie, la famille. La famille, c'est aussi des structures sociales, et la famille, c'est aussi ce rapport un peu existentiel que j'ai appelé dans le livre quelque chose de cosmique. Cosmique. Il y a quelque chose de cosmique, c'est-à-dire qui fait exister, qui fabrique des formes d'existence, par exemple des humains sur la planète Terre. Et si on comprend que dans la famille circule quelque chose de cosmique, on cesse de tout psychologiser, de tout diminuer, et on comprend que là, il y a un enjeu, qu'en fait, quelque chose de la nature circule dans la famille. Et comme je disais récemment à mes amis écologistes, l'un des objectifs de ce livre, c'est que vous compreniez que lorsque vous allez dans votre famille, vous êtes en pleine nature. Et que lorsque vous alliez dans ce que vous appelez la nature, vous vous disiez « Ah, enfin en famille ». C'est-à-dire qu'en renversant les deux, vous comprendrez que dans la famille, vous n'êtes pas cantonné à des rôles bien identifiés, vous n'êtes pas prisonnier nécessairement d'une histoire, vous êtes en dialogue avec ces choses-là, vous êtes en dialogue avec une histoire et vous avez tout à gagner à y revenir, à en reparler. Et je sais que c'est difficile et je sais qu'il y a des résistances et je sais que ça fait souffrir et pourtant c'est en rouvrant les plaies qu'en fait on les soigne. Donc si on y arrive, c'est tout bénef. Et de toute façon si on n'y arrive pas, il y a des événements qui vont retaper dessus. Donc, et inversement, quand on va en forêt, par exemple, ou en montagne, ou sur les littoraux, ou sur des rivières, et qu'on est dans des environnements qui sont non urbains, il me semble essentiel de comprendre qu'on n'est pas dans une sorte de parc d'attractions qu'on appellerait la nature, et dont on se dit qu'il faut soit l'exploiter, soit la préserver. On est dans cette alternative, en fait, c'est ça qui est en train de nous mettre complètement dedans. Et au lieu de soit la préserver, soit l'exploiter, il faut comprendre qu'on est dans des rapports d'entre-engendrement. Une espèce et son milieu se transforment l'un l'autre. Donc une fois que vous comprenez que lorsque vous vous baladez en forêt, vous pouvez faire 1000 autres choses que vous balader, parce que la forêt est en train de vous transformer, et que vous êtes en train de transformer la forêt. Donc vous pouvez vous poser des questions de la manière dont vous interagissez avec elle, et que vous pouvez vous poser des questions sur qui d'autre est en train de se balader dans la forêt en même temps que vous, et à quoi vous êtes attentif, et est-ce que les insectes pour vous c'est juste une nuisance parce que ça vous embête, ou est-ce que peut-être c'est une forme de vie qui est peut-être l'une des plus en danger en ce moment. Toutes ces questions-là en fait se transforment du fait qu'on identifie encore une fois une forêt comme une famille très abondante, et qu'on apprend en retour à regarder sa famille comme une certaine sorte de forêt. Je me posais la question là en revenant à ce que tu nous disais, que le moment où tu as eu envie d'écrire ce livre et là tout ce que tu nous racontes, est-ce qu'il y a un passage en tant que philosophe, auteur, où se dire j'ai une clé, je suis en train de comprendre quelque chose, justement la réflexion que tu avais au début en disant quel est le lien, et là du coup c'est plutôt toi personnellement, est-ce que même tu as été il y a eu des passages émotionnels pour toi d'écrire ce livre? Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. Je vais voir donc mes parents et ma mère me fait une remarque désobligeante qui fait que je suis un peu froissé, y compris parce qu'elle sait qu'il ne faut pas me la faire, on en a déjà parlé, et donc et moi je ne peux pas m'empêcher d'être froissé. Bien. Et puis dans ma chambre, il se trouve qu'elle avait mis mon livre. Donc j'ouvre parler avec sa mère et je lis un passage où je parle du fait que les enfants sont une question pour leur mère et ils augmentent son incertitude face à la vie. Et donc, ils doivent comprendre que, en fait, par définition, ils sont anxiogènes, leur présence est anxiogène, et qu'ils n'ont rien d'autre à faire quand ils rendent visite à leur mère que de lui montrer « Regarde maman, je survis. À toutes les épreuves de la vie, à tout ce qui se passe, je survis, n'aie pas peur. » Je suis redescendu au salon, je lui ai lu le passage, elle est tombée dans mes bras, elle s'est mise à pleurer. Donc, en fait, la remarque désobligeante, elle venait d'un excès d'inquiétude, et si vous arrivez à formuler, à mettre en partage quelque chose, qui est, là en l'occurrence, c'était vraiment « tu es inquiète », et moi je ne suis pas dans ma meilleure forme, et donc du coup c'est ça qui nous met dedans, mais regarde, si on nomme
ce qui se passe, et ben du coup ça, on remet en partage notre émotion, et ben ça c'est une chose forte quoi. Et donc moi je trouve que tu vois, je te parle pourtant c'est moi qui l'ai écrit, je devrais le savoir, mais en réalité dans le cours de l'expérience, c'est-à-dire dans l'émotion, en fait, c'est très difficile de tout le temps avoir en tête tout ce qui est dans ce livre. Donc, Bien voilà, sûr. c'est une expérience Je marrante. pense qu'il est à piocher aussi, enfin il est à lire et après à repiocher comme tu viens de le faire et de le dire pour en comprendre déjà toutes les subtilités et puis prendre quand ça nous touche et qu'on vit, comme tu viens de l'expliquer, à un moment précis en fait. Bah, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était hyper efficace dans mon cas parce que voilà, je suis déçu d'elle parce qu'elle réagit pas bien, je suis déçu de moi parce que je réagis pas bien, et puis finalement je Qu'est-ce qui se passe finalement dans Voilà, cette c'est situation? ça. Ouais. Et puis on repersonnalise, c'est-à-dire on se dit ah bah non, là non, je lui avais dit, et puis enfin bref, tout apparaît de manière faussée, et c'est vrai que la grande difficulté c'est toujours de prendre de faire ce pas de côté ou de prendre du recul pour à nouveau voir ce qui est vraiment en train de se passer. Et une fois qu'on le voit et qu'on le nomme et qu'on le remet en partage, merveilleusement, les vulnérabilités s'emboîtent et se rencontrent et du coup se transforment en sensibilité partagée. Et est-ce que tu le vois différemment ou est-ce que ça a évolué ta perception de ton propre livre et de comment il a été reçu, perçu? Est-ce que tu as, au fil des conversations, au fil des interviews, parce qu'on disait un peu en off, tu as eu un marathon d'interviews, est-ce que ça a contribué à une évolution aussi de ta propre perception? Moi, je suis étonné d'abord du succès qu'il rencontre, mais aussi de la manière dont certains journalistes ont occulté la troisième partie, qui concerne donc la vieille mère, en se focalisant vraiment sur la première. Et j'ai trouvé ça un signe des temps. Parce qu'en réalité, il y avait clairement quelque chose dont ils n'avaient pas envie de parler, c'était pas assez sexy, et ils trouvaient que c'était chouette, un philosophe qui parlait du rapport mère-enfant, ça change de la psychologie qui vraiment monopolise un peu le terrain, mais en réalité, ils ne s'intéressaient pas du tout à la manière dont j'essayais de changer le regard sur les vieilles mamans et le grand âge. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire pour la suite, c'est-à-dire d'abord parce que notre population vieillit, donc la question de la vieille mère, plus que du vieux père évidemment, pour des questions d'espérance de vie, et le fait que les résidentes en EHPAD sont plus souvent des résidentes que des résidents. Et donc, il y a un vrai sujet qui s'installe de plus en plus, quoi. Ouais, c'est une réalité. Et en même temps, ce sujet, il s'installe, mais parfois avec des termes qui ne sont pas les bons. Et donc, j'avais envie d'insister sur cette histoire. Si aujourd'hui, la maternité est une question si vive pour tout le monde, c'est parce que nous avons nos mères plus longtemps. C'est parce qu'elles ne meurent pas en couche, comme c'était le cas pour une femme sur trois au 19e siècle. Donc, nous avons des mères, entre parenthèses, ça paraît évident, mais en réalité c'est relativement nouveau. Ça veut dire que les femmes mouraient tellement, en gros avant Semmelweis, quoi, avant que voilà, il y ait une obstétrique un peu sérieuse, que la présence maternelle et sa valeur ou ses difficultés, ses ambiguïtés, tout ça, c'est un peu nouveau. Et surtout, ce qui est très nouveau, c'est le grand âge, puisque jadis on mourait quand même plus rapidement passé 70 ans, et qu'aujourd'hui on a des mères qui couramment vont jusqu'à 100 ans. Donc il y a cette question de la charge que sont soit les enfants pour les mères, soit les mères pour les enfants, doit être totalement repensée, parce que penser que des humains peuvent être en charge les uns des autres, c'est vraiment le signe que notre société est malade. Va mal, ouais. Ça veut dire, attendez, non, on n'est pas... Si vous pensez que vous êtes une charge les uns pour les autres, c'est peut-être que vous n'avez pas bien compris que vous n'existez que les uns par les autres. Hein, et que toutes ces belles villes et ces téléphones portables et ces je ne sais quoi, non mais en fait ça n'est possible que parce que cette espèce-là, elle a su construire des liens de solidarité très forts, de collaboration très forts, et le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le dévouement maternel, qui est une forme de dévouement toute simple, qui consiste à faire en sorte qu'un tout petit, totalement dépendant, ne meure pas. Oui. Merci beaucoup, Maxime, pour cet échange. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as déjà eu l'intuition pour le prochain livre ou pas ? Oui.
C'est vrai. Ouais. Tu nous dis ou pas encore? Je pense que c'est tôt, mais en fait, tu Ouais. peux le déduire si tu réfléchis que j'ai commencé en travaillant sur des interactions malheureuses, que ça s'appelait Que faire des cons, c'est Oui. des interactions Mhm. ratées. Le deuxième livre était sur des interactions heureuses, ça s'appelait L'école de la vie, c'était sur des interactions entre apprendre et enseigner, productrice de savoir. Le troisième livre s'appelle Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute. C'est entre deux personnes qui se veulent du bien et qui pourtant vont se faire du mal. Le quatrième, c'est parler avec sa mère sur un seul individu normalement spécifique et dont on montre progressivement que c'est de l'interaction. À partir de cette séquence de 4 livres, à vous de deviner ce que sera le 5e. On se donne rendez-vous pour le prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Émilie. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.